La parole est à présent à notre collègue Ahmed Lawedge pour le groupe du RDSE pour 5 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. Un choc d'offres, monsieur le Premier ministre l'a rappelé. Dans ce contexte d'urgence face à la crise du logement, le problème tient à la fois à l'offre et à la demande. Pour autant, le compte n'y est pas. 2023 a été marqué par l'aggravation alarmante de cette crise et l'explosion de la bombe sociale du logement. Quant à l'année 2004, elle débute d'une façon très inquiétante par sa volonté d'intégrer les logements intermédiaires au décompte de la loi SRU. Gabriel Attal vient de détricoter cette loi, pourtant emblématique de l'ambition républicaine de mixité sociale. Force est de constater que la plupart des politiques de soutien successives ont eu pour effet collatéral de faire grimper les prix. Un cercle vicieux, difficile à briser et qui aujourd'hui se traduit par la saturation des 200 000 places d'hébergement d'urgence, par le nombre record de demandes de logements sociaux, 2,6 millions, tandis que leur production s'effondre, par une baisse de la construction de logements neufs, alors que dans l'intervalle, la location touristique a fortement augmenté, de même que les taux d'intérêt. Ce n'est d'ailleurs pas en revoyant les critères du diagnostic de performance énergétique permettant de remettre 140 000 passoires thermiques sur le marché locatif que l'on résoudra une crise dont les fondations sont tout aussi complexes que multifactorielles. Que ce soit en réponse à la crise agricole ou à celle du logement, pourquoi, monsieur le ministre, votre gouvernement fait de la nécessaire transition écologique la principale victime de vos leviers d'action? Ces politiques de la rustine court-termiste ne peuvent et ne doivent être acceptables sur le long terme. Aujourd'hui, néanmoins, nous sommes réunis pour traiter d'une des problématiques récurrentes du mal logement, l'habitat dégradé et indigne. Je l'ai déjà rappelé lors de mon intervention en première lecture de ce texte. 40% des Français habitent dans un immeuble collectif. La qualité de cet habitat doit être une priorité de notre action politique, puisque l'habitat dégradé est un phénomène silencieux et massif, encore largement méconnu, qui n'est pas le problème de quelques villes pauvres ou de quelques quartiers prioritaires. Il ne s'agit pas non plus seulement d'un stock de logements à réhabiliter, mais d'un flux qui se renouvelle. De nouveaux logements se dégradent et restent habités parce que les alternatives abordables manquent et que les personnes exclues sont toujours plus nombreuses. Depuis 30 ans, pourtant, de nombreuses lois visant l'habitat dégradé ont été votées et ont institué de nouveaux outils, parfois mal connus, dont le cumul rend l'utilisation de plus en plus complexe. Ce projet de loi que l'on nous présente comme une boîte à outils permettant d'améliorer et de compléter les mécanismes déjà existants, poursuivant cette philosophie d'anticipation, de simplification et de raccourcissement des délais, en vue d'améliorer l'efficacité et la rapidité de l'action publique dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, n'est pas la grande loi logement que l'on attend, mais un rendez-vous manqué. Un rendez-vous que le gouvernement a reporté au courant du mois de juin, auquel, je peux vous l'affirmer, nous serons plus qu'attentifs. Néanmoins, nous devons pouvoir nous retrouver sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est d'apporter des outils aux maires et des solutions aux victimes de l'habitat indigne. En ce sens, le groupe RDSE ne peut que se féliciter des moyens supplémentaires donnés aux maires pour prévenir la dégradation de l'habitat et du renforcement de la lutte contre les marchands de sommeil. Je pense ici au diagnostic décennal de structure d'un immeuble collectif permettant d'anticiper des désordres irrémédiables qui n'a pas seulement été étendu à l'habitat dégradé, dont la définition est complexe et ne couvre pas toutes les situations, mais aussi aux centres anciens. De la même manière, je salue le retour de la commune comme échelon de droit, comme à la mise en œuvre du permis de louer ou la possibilité de mettre gratuitement à la disposition des communes les biens confisqués aux marchands de sommeil pour y réaliser des logements. Néanmoins, mon groupe regrette que la CMP n'ait pas jugé pertinent de conserver les dispositions introduites par mon groupe consacrant d'une part le principe suivant, lequel les avis d'appel de fonds sont établis par les syndics et adressés aux copropriétaires conformément à un modèle type, et d'autre part à ce que le syndic ait l'obligation de donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation un accès numérique au compte bancaire de la copropriété permettant de les consulter en lecture seule. Ces dispositions, dans le prolongement des travaux du Sénat, nous semblaient importantes afin que les copropriétaires soient davantage informés et leurs droits et ainsi des actions leur permettant toujours d'agir le plus en amont possible. Toutefois, parce que ce projet de loi va dans le bon sens, parce qu'une intervention plus précoce des pouvoirs publics est synonyme d'une intervention moins coûteuse, mieux planifiée et avec des relogements mieux anticipés, alors mon groupe votera favorablement et unanimement ce texte tel qu'issu des travaux de la commission mixte paritaire.